Chers collègues, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, notre session se tient aujourd'hui dans un contexte particulièrement douloureux. Notre République a une nouvelle fois été frappée par un acte de terrorisme islamiste particulièrement barbare dans une cité scolaire à Arras, où le professeur Dominique Bernard a été assassiné, 3 autres personnes gravement blessées. Et cela intervient aujourd'hui, 3 ans jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty. D'abord, vous le comprendrez, je vais adresser au nom du département toutes nos condoléances et notre sympathie à sa famille, à ses proches, à ceux qui le côtoyaient. Et puis, bien sûr, en votre nom à tous, assurer ma solidarité à la communauté enseignante. Vous le savez, la sécurisation des accès à nos collèges est une priorité. D'ailleurs, je recevrai jeudi les directions de collège pour évaluer et compléter, si nécessaire, les dispositifs que nous avons considérablement renforcés depuis 3 ans. Notre nation doit rester unie face au terrorisme. Et tout doit être mis en œuvre pour protéger nos compatriotes en cette période de montée des risques de tension au Proche-Orient. Je pense là, et nous avons tous vu ces images effroyables, à ce qui s'est passé en Israël. Des centaines de personnes, des femmes, des enfants, ont été assassinés, enlevés dans des conditions absolument abominables par le Hamas, qui est une organisation terroriste. Les mots ont un sens. Et c'est cela aussi notre responsabilité individuelle et collective. Oui, notre responsabilité individuelle et collective est de condamner avec la plus grande fermeté ces attaques terroristes du Hamas. Et je veux assurer le peuple d'Israël de notre compassion et de notre soutien, comme l'ensemble de cette communauté israélienne, dans cette terrible épreuve qui fait aussi une autre victime, c'est le peuple palestinien. Et j'ai une pensée pour toutes ces familles qui sont touchées dans leur chair. C'est une zone où je m'étais rendu d'ailleurs en début 2009 avec une délégation parlementaire, où déjà à l'époque, une offensive terrestre du Hamas avait eu lieu et qui avait conduit à des attaques, évidemment, de la part d'Israël. Donc je vous propose d'abord de témoigner notre soutien envers toutes les victimes du terrorisme, de leurs familles, et puis, comme nous le ferons à 14 heures, d'observer également un temps de recueillement en hommage à Dominique Bernard. Et à 14 heures, nous serons dans tous nos collèges pour lui adresser aussi un ultime hommage à celui qu'on qualifiait et qu'on peut qualifier de héros, puisqu'il s'est opposé directement à une intrusion. Et donc, vraiment, je pense à lui profondément. Et je vous remercie de vous lever pour observer 1 minute de silence. Je vous remercie. Je vous le disais à l'instant, c'est tout le contexte mondial qui est lourd et sur tous les continents. En Afrique, avec le retour de dictatures militaires, en Ukraine, au Haut-Karabakh, toutes ces guerres provoquent de la douleur. Et ces désordres mondiaux ont un impact direct, évidemment, sur nos vies. Le prix de l'énergie qui augmente fortement, les prix de l'alimentation qui ont flambé. Tout cela touche plus durement les plus précaires, mais aussi maintenant directement les familles et les classes moyennes. À cela s'ajoutent aussi des catastrophes naturelles, climatiques, avec pour conséquence des phénomènes migratoires de grande ampleur et leur lot de drames humains. Le bilan n'a jamais été aussi lourd en Méditerranée. Nous allons aujourd'hui même exprimer notre solidarité aux populations marocaines et libyennes qui ont été sinistrées, avec une aide
tremblement de terre, inondation, avec une aide exceptionnelle de 10 000 € qui sera versée à chacun via l'association Actide qui intervient sur le terrain. Je voudrais également témoigner la solidarité du département de la Côte d'Or à nos concitoyens de Mayotte qui subissent une sécheresse sans précédent avec des difficultés d'approvisionnement en eau. L'accès à l'eau, je le redis, est un droit fondamental et cela nous rappelle combien cette ressource est précieuse et qu'il nous faut la préserver et assurer son partage à toute la population. C'est le travail que nous avons engagé en Côte d'Or. Sur le plan social aussi, notre pays traverse une période difficile. Nous qui sommes au cœur des solidarités, sommes impactés directement. Les associations d'aide alimentaire avec qui nous sommes en contact permanent doivent faire face à un afflux de nouveaux bénéficiaires. Et vous comprendrez pourquoi, dans ce contexte général, la décision modificative que je vous propose aujourd'hui est l'illustration d'un engagement sans faille auprès des plus fragiles, puisque ce sont 3,2 millions d'euros de crédits supplémentaires qui seront affectés au titre des solidarités humaines, dont pratiquement la moitié, 1,4 million d'euros supplémentaires pour la protection de l'enfance et la prise en charge des mineurs non accompagnés. Nous allons rajouter également 800 000 € pour l'aide à domicile, 500 000 € pour le handicap. Notre budget Solidarité humaine 2023 est en augmentation, écoutez-moi bien, de 30 millions d'euros, en augmentation de 30 millions d'euros depuis l'an dernier, et donc va atteindre un montant inédit à la fin de l'année de 340 millions d'euros. C'est plus de 60% de notre budget. S'agissant de la protection de l'enfance et de nos jeunes, je veux dénoncer ici les propos scandaleux tenus par la secrétaire d'État qui parlait de recentraliser la protection de l'enfance. Laisser croire que transférer nos agents et les salariés à l'État réglera le problème de la protection de l'enfance, c'est juste invraisemblable. Qui peut sérieusement et sereinement penser que le retour des DAS dans le temps serait une réponse aux défis de société auxquels nous sommes confrontés? La situation de la protection de l'enfance est extrêmement tendue partout en France, avec des capacités d'accueil qui sont saturées. La montée des précarités, les faits de violence, l'application de la loi Taquet, la prise en charge de nombreux jeunes majeurs qui ne relèvent pas de la protection de l'enfance a contribué à emboliser les services. Et nous avons à faire face, tous collectivement, en Europe et en France, à une arrivée massive de mineurs non accompagnés. La France a accueilli autant de MNA au 1er septembre 2023 que durant toute l'année 2022. On dépassera, et j'ai réuni l'ensemble des présidentes et des présidents de départements de France récemment, mercredi dernier, on dépassera les 44 000 MNA à la fin de l'année et de nombreux départements ne peuvent plus faire face. Et je veux dire que plutôt que de donner des leçons, la secrétaire d'État devrait s'assurer que l'État assume lui-même ses missions régaliennes et commence par assurer des moyens suffisants à la protection judiciaire de la jeunesse, qui n'est pas en mesure de faire face à ses obligations, et de donner les moyens en matière de pédopsychiatrie et de santé mentale à tout notre système de santé. Parce que tout ce que l'État n'assume pas comme responsabilité se répercute sur nos services, avec une montée des tensions sur fond d'une violence de plus en plus juvénile et de plus en plus marquée dans toute la société. À nouveau, je veux rendre hommage à tous nos agents, à tous les salariés du champ de la protection de l'enfance. C'est un métier extrêmement difficile. Je les assure de ma confiance et de mon soutien. J'ai demandé d'ailleurs, pour faire face à toutes les difficultés liées à des faits de délinquance, de violence, au garde des Sceaux l'ouverture d'une unité éducative d'hébergement gérée par la protection judiciaire de la jeunesse. J'ai demandé également des lits supplémentaires en pédopsychiatrie. La Côte d'Or, comme tous les départements, n'est pas épargnée par cette arrivée massive. Le nombre de prises en charge de mineurs non accompagnés puis de majeurs a augmenté de 36% en 8 mois. Nous avons assumé nos responsabilités. Nous avons ouvert pratiquement 80 places en moins de 2 ans. On va remettre encore là 500 000 € supplémentaires pour accueillir ces MNA et 1,5 million, pratiquement et demi, je vous l'ai dit, pour la protection de l'enfance. Je veux rappeler qu'on consacre aujourd'hui 64 millions d'euros à la protection de l'enfance et 7,5 millions pour les mineurs non accompagnés. Et nous protégeons 3005 enfants très exactement
dont 1341 sont accueillis en structure de protection de l'enfance. Et en face de ces 64 millions, je veux rappeler, je le redis à l'ensemble d'entre vous et à M. Avena, l'État nous verse seulement 276 000 euros. 200. Au titre de la prise en charge des MNA, ça ne couvre même pas 3,5% des coûts supportés par le département en 2023. Oui, je le redis, la solidarité nationale doit jouer. Et je me réjouis d'une chose, c'est que l'ensemble des départements de France, je dis bien l'ensemble des départements, quel que soit son référentiel, droite, centre, indépendant, proche du gouvernement, de gauche, tous, nous avons adopté une position commune pour demander au gouvernement d'assumer toutes ses responsabilités. La position commune sur la prise en charge par l'État de tous ceux qui arrivent sur le territoire national dans l'attente de reconnaissance de leur minorité. Position commune sur l'évaluation par les départements. Position commune demandant le soutien de l'ensemble des MNA par l'État à l'euro près. Et position commune pour une réécriture de la loi Taquet pour qu'on précise bien ce qui relève de l'accompagnement et ce qui relève de la protection de l'enfant. La question centrale, c'est la question évidemment de la solidarité nationale. Et je le dis, nous ne pourrons pas, dans les dépenses sociales, face au mur du vieillissement de la population, la montée des handicaps, faire reposer sur les finances départementales ce qui relève de la solidarité nationale. Les dépenses explosent et en plus, dans le même temps, nos ressources sont en train de dévisser. À ce jour, je l'avais indiqué d'ailleurs dès l'an dernier, nous avons perdu 16 millions d'euros de droits de mutation, 16 millions d'euros, et nous n'avons pas de levier fiscal. 30 millions d'euros de dépenses sociales en plus, 16 millions de ressources en moins. Donc, je vous laisse imaginer, et cela sans compter les coûts de l'énergie et l'inflation que nous subissons de plein fouet. De surcroît, la DGF, vous le savez tous, n'est pas indexée sur l'inflation et le produit de TVA n'est pas au niveau attendu. Et contrairement aux années 2008-2009 avec la crise des subprimes, nous n'avons plus le levier fiscal du foncier bâti puisque nous n'avons plus d'impôts à actionner. Alors, je veux, dans ce contexte particulier, saluer le directeur général, nos équipes des finances. Je vous annonce que j'ai confié d'ailleurs la direction générale du pôle adjointe du pôle ressources, c'est-à-dire y compris des filets à tandem, Florence Cardot comme directrice générale adjointe du pôle ressources, que je remercie, et Stéphane Loureiro, suite au départ à la retraite de Marc Dubreuil. Je les félicite d'avoir accepté, je la félicite et les félicite d'avoir accepté cette responsabilité. Alors, ça ne va pas être facile, nous aurons à faire des choix. Mais je le dis d'ores et déjà, nous tiendrons notre feuille de route en matière de solidarité comme en matière de solidarité territoriale. Symboliquement, d'ailleurs, nous allons débuter nos travaux par l'examen de la révision du projet régional de santé. La santé, c'est la première préoccupation des Français, c'est aussi la première préoccupation des Côtes-d'Oriens. Et cette année, contrairement aux années précédentes, je vais vous proposer de donner un avis favorable à ce projet pour la Côte d'Or, favorable, mais avec de grosses réserves. Si je vous propose de mettre un avis favorable, c'est d'abord parce que c'était une exigence, Emmanuel Coin l'a porté également, que la place des départements soit pleinement reconnue dans ce PRS. Cette place l'est. Je veux saluer aussi le dialogue renoué avec l'ARS. On a traversé des périodes très difficiles où on avait l'impression d'être face à un mur. Ce dialogue renoué a permis d'aboutir à de véritables évolutions. Vous savez qu'on voulait faire une sorte d'APHP Côte d'Orienne. Finalement, la Haute-Côte d'Or disposera d'une équipe de direction qui lui sera propre. On travaillera bien évidemment avec le CHU. Je tiens à saluer d'ailleurs son nouveau directeur général que j'ai rencontré et qui est disponible évidemment pour travailler ensemble à l'évolution de notre système de santé dans un contexte de pénurie de médecins. Donc on a beaucoup travaillé aussi sur une vision d'équilibre qui concerne Beaune, Saumur-en-Auxois, Châtillon, tous nos établissements hospitaliers. Un point très important aussi, vous le savez, on voulait nous fixer un cadre d'accueil dans les EHPAD d'au moins 80 lits, ce qui n'avait pas de sens, ce qui aurait conduit à la fermeture de nombreux établissements, alors que nous-mêmes, nous venons de racheter des pâtes de laine
qui était menacé de fermeture, et on a même racheté sa dette. C'est vous dire qu'on ne souhaite pas des seuils à 80 qui conduiraient à la fermeture. Donc le PRS ne prévoit que de n'autoriser qu'à partir de 80, mais comme nous n'avons pas besoin de places d'EHPAD avec le virage domiciliaire qui est engagé, donc évidemment que nous aurons... voilà, nous avons eu là aussi satisfaction sur les points les plus importants. Nous sommes attachés à un maillage du territoire avec des EHPAD de proximité de qualité. Bon, cet avis favorable, je le redis, mes chers collègues, doit être vu par l'ARS comme une main tendue du département pour travailler ensemble dans les domaines de compétences que nous avons en partage. On a un rôle primordial d'accompagnement médico-social, c'est notre compétence, mais aussi en matière de santé, et donc pour permettre un accès aux soins de proximité au Côte-d'Irien, partout où ils vivent, en ville, dans tous les quartiers, comme à la campagne. C'est dans cet esprit que je vous propose également d'adopter un pacte Santé Côte d'Or qui a pour objet de poursuivre et d'amplifier nos actions en faveur des Côtes-d'Oriens. Ça sera d'ailleurs poursuivi avec des mesures que nous aurons pour l'installation des médecins. On travaille beaucoup avec les étudiants en médecine, les étudiants en interne d'ailleurs, de médecine qui vont épouser ce métier de médecine générale. Nous avons, pour le reste, 32 rapports à l'ordre du jour, et tous montrent notre volonté d'agir pour assurer avec humanité et responsabilité, en proximité, toutes nos missions pour les solidarités humaines et territoriales qui sont attendues par les Côtes-d'Oriens. Malgré les difficultés, nous continuerons de travailler, et je le dis avec humanité et responsabilité, pas l'un sans l'autre, et pour faire en sorte que chacun puisse se voir un avenir, malgré les difficultés du contexte que nous traversons. Chacun se voit un avenir là où il a décidé de vivre. C'est notre ADN du département et c'est l'engagement que nous avons pris devant les Côtes-d'Oriens. Voilà ce que je voulais vous dire, mes chers collègues. Je vous remercie et